l'histoire de votre famille. Donc c'est l'histoire de ma famille entre le 3 septembre 39 et en fait juillet 40. C'est une histoire totalement vraie, mais le titre Tristesse infinie n'est pas lié à la période de guerre, mais est lié à une circonstance exceptionnelle que j'ai trouvée en lisant des notes de mon père, et je me suis aperçu que c'était d'une tristesse infinie. Alors qu'en fait, nous les enfants, on était passés un peu à côté de cette réalité-là. Il faut dire que ce qui se passe toujours chez les enfants, c'est qu'ils ne sont pas très intéressés par la vie d'avant, celle qu'ils n'ont pas vécue, sauf à partir d'un certain âge. Et donc j'ai regardé les notes qu'avait laissées mon père, et je me suis aperçu qu'il fallait témoigner de cette période-là, qui a été vraiment étonnante, grave pour eux. Alors me suis servi des notes, évidemment c'est un roman, donc ça veut dire que tous les dialogues sont inventés, mais que tous les personnages et tous les événements sont justes, et ils ne sont pas vrais en termes de, comme un historien pourrait le décrire, mais comme les gens qui l'ont vécu peuvent le décrire, puisque c'est ce qu'ils ont vécu en lisant Le Petit Parisien, en écoutant la TSF, donc ils ont véritablement vécu cette période de cette manière-là, jusqu'à l'Exode, qui est une espèce de folie française très difficile à expliquer. Alors moi je l'explique parce que j'ai réussi à trouver les éléments de la famille. C'est les Belges en fait qui descendaient du front, qui étaient poussiéreux, fatigués, et qui en arrivant dans la région de Nogent-Romilly disaient à tout le monde: les Allemands sont derrière, il faut partir, les Allemands sont derrière. Donc ils sont partis sur les routes en ne sachant pas réellement où aller, avec des poussettes, avec des tombereaux, avec des animaux, enfin bref, une folie, mais une folie historique. Donc ce livre se termine là, à ce moment-là, quand mon père est à Strasbourg, qu'il est avec une trentaine de camarades alignés avant de prendre le train, et on leur a dit qu'ils étaient démobilisés, qu'ils allaient rejoindre Mourmelon. Alors Mourmelon, c'est dans l'Aube, mon père était aux Anges, parce que évidemment il était au bois, et puis en réalité, puisqu'il y a un deuxième tome qui couvre juillet 40 et août 45, on sait bien que le train a pris le sens inverse, et il a été prisonnier 5 ans à Kaliningrad. Alors on dit aujourd'hui Kaliningrad, c'était Königsberg à l'époque. Kaliningrad, c'est l'enclave russe dans laquelle Poutine a ses armes nucléaires aujourd'hui. Tout là-haut, là, oui. Donc ça n'a jamais été autant d'actualité, mais ça c'est une coïncidence totale. Et la deuxième partie, donc le deuxième tome, sort, il est déjà, j'ai signé le contrat, donc il sort au mois de février 2026. Voilà, donc c'est ça ce livre, c'est une vraie histoire. On rappelle votre nom? Donc Michel Ployer. Michel Ployer, Une infinie tristesse. Une tristesse infinie. Une tristesse infinie. Oui. Mais bon, encore une fois le titre. On a plus des photos. Merci. Merci beaucoup. Excellente lecture. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Oui, allez. Dites. Ça c'est Tintin. Vous voulez trouver une bande dessinée pour que ce soit un support ouvert à tout le monde, que ce soit vulgarisé. Hélène électrique. Ouais. Tu mens? Ah, ça fait longtemps que j'y faut qu'on aille manger. J'ai vu après que j'ai travaillé à CESCO. Depuis, ça fait au moins 5-6 ans qu'on s'est pas vu. Ah oui, bien sûr. Camarade de jeu. Enfin, Ça, oui. Il a tenu son journal pendant 2 ans, quand il était prisonnier en Autriche. Mais auparavant, donc, quand il a été mobilisé, il était ouvrier en bonneterie à Romilly. Au moment de la mobilisation, il avait 30-31 ans. Et il était marié, il avait un fils de 5 ans, enfin qui allait avoir 5 ans, puisqu'il est du mois d'octobre. Et donc, il est allé rejoindre son régiment qui a été formé en Avignon, un régiment de Zouaves. Et on ne sait pas trop pourquoi il a été affecté à ce régiment.
Et puis d'Avignon, il a rejoint Romilly. Et à Romilly, il a rejoint Romilly par le train, parce que le train qui rejoignait les Ardennes s'arrêtait à Romilly. Et là, il a eu le temps d'embrasser sa femme avant de repartir vers les Ardennes. Et dans les Ardennes, il a été prisonnier comme beaucoup en mai 40. Et en mai 40, voilà. Et puis, donc pendant 3 mois, ça a été un petit peu la galère, des bivouacs un peu partout. Enfin, il n'y avait rien d'organisé parce qu'il y avait des dizaines de milliers d'hommes comme lui qui étaient prisonniers, etc. Pour les officiers, c'était plus facile de les repérer, mais les simples soldats de gaz, ils dormaient à la toile, enfin je ne sais trop exactement ce qui s'est passé. En plus, c'était compliqué dans les Ardennes, c'est ce que j'ai découvert, c'est que les Ardennais avaient fui obligatoirement leur pays, ils avaient été dirigés vers la Vendée pour beaucoup, et donc on trouvait en Vendée des tas de logis qui étaient désertés, des animaux qui étaient livrés à eux-mêmes, des maisons qui étaient pillées, etc. Et puis donc les Allemands les ont encadrés, puis les ont fait travailler aussi dans les Ardennes, cas par cas. Quand ils pouvaient travailler pour des Français, ça leur permettait d'avoir un petit peu à manger. Et puis voilà, puis au bout de 3 mois, il a été enregistré officiellement comme prisonnier de guerre. Donc ça c'était en septembre 40, oui. Mais il était déjà prisonnier depuis le mois de mai. Et ensuite, il a été envoyé en Autriche. Il s'est retrouvé dans un camp du côté de Salzbourg, mais à 30 km environ de la ville, mais en montagne, vraiment en montagne complète, à peut-être 1000 mètres d'altitude, je ne sais pas exactement. Dans les villages les plus proches, ils étaient assez éloignés de leur camp. Dans leur camp, ils étaient 17 à 20 et des Français. Et puis, ils vivaient là entre deux cabanes, ils voyaient très peu de monde, etc. Et puis, comme il manquait un peu de vivres, etc., ils ont voulu essayer d'enrichir l'ordinaire, et puis ils en sont pris à 2 chevreuils qu'ils ont réussi à capturer, seulement ils ont été pris. Et au bout de 6 mois, ils sont passés devant le tribunal à Linz, en Autriche. Linz, en principe, en plus, c'est la ville natale d'Hitler. Donc ils ont peut-être voulu aussi faire un jugement exemplaire. Là, comme aucun des membres du groupe n'a voulu désigner celui qui avait eu l'idée, donc ils sont tous retrouvés à partir pour 6 mois en Pologne, dans des camps. Mais ces camps, c'était pas des camps de prisonniers simples, c'était des camps destinés aux prisonniers rebelles, et donc avec un traitement d'exception. Ils étaient plus reconnus comme prisonniers de guerre, mais comme prisonniers de droit commun, ce qui veut dire qu'ils n'avaient plus droit au colis de la Croix-Rouge, ce qui veut dire aussi qu'ils étaient privés de courrier la plupart du temps. Et puis voilà quoi. Et puis donc il y est arrivé en mai 42, et là c'était les débuts ont été les plus terribles. Et au bout de quelques temps, il a été changé de camp, etc. Puis il y a eu des incidents aussi avec les Allemands. Parce qu'il y avait des brutes dans l'eau, et puis il s'est accroché avec un Allemand et qui l'attaquait, qui lui a donné des coups de fourche, et là du coup il s'est retrouvé prendre à nouveau 6 mois de prison. Enfin bon, il a fait plusieurs camps en Pologne, etc. Et puis en fin janvier 1945, les Russes sont arrivés, ils ont libéré le camp. À l'époque, ils faisaient 32 kilos, quelque chose comme ça. Et puis, libéré des camps, et ensuite repris par des Allemands le jour après, puis à nouveau sur les routes avec des Russes, et puis
Ensuite, comment rejoindre la France. La France était encore en guerre. Et donc, on avait voulu les faire passer par la mer Baltique, sauf que la mer Baltique, à cette époque de l'année, janvier-février, était prise par les glaces. Donc, de là, on les a fait redescendre vers le sud, vers Varsovie. Varsovie, il ne restait plus de maisons pierre sur pierre, enfin, tout était détruit. Alors ils ont été dirigés vers la banlieue, à 30 km de Varsovie à peu près, à un ancien hôpital militaire. Et là, c'est les Américains qui sont occupés d'eux. Et puis ensuite, il a fallu quand même retourner vers le sud, donc il a fallu qu'ils passent par là aussi pour rejoindre la mer Noire. Donc, la durée en Russie, ils sont restés quelque chose comme 3 mois, quelque chose comme ça, parce que c'était en train qu'ils se dirigeaient vers le sud, sauf qu'il y avait des attaques, il y avait des endroits où les rails étaient arrachés, enfin bref. Donc, et puis les conducteurs de train, ils partaient des fois sans dire quoi que ce soit, il revenait 2-3 jours après. Enfin, finalement, il est arrivé à Odessa, ça doit être fin mai 45. De là, il s'est embarqué sur le bateau anglais. Enfin, il n'était pas tout seul, évidemment. Et donc, le bateau anglais, je me souviens plus du nom. Enfin, il rejoint Marseille avec plusieurs escales. D'abord en Turquie, et puis ensuite Alexandrie, en Égypte. Et enfin, cap vers Marseille. Donc, c'est là que mon père a découvert la Méditerranée, il n'avait jamais vu auparavant. Et il disait qu'il avait été ébloui par la lumière de la Méditerranée. Donc ils sont passés, détroit de Messine, etc., arrivés à Marseille. Arrivés à Marseille, c'était des formalités de mobilisation. Puis ensuite, il a pris un train de Troyes. Et puis arrivé à Troyes, il n'y avait plus de correspondance pour Romilly. Comme ça faisait 5 ans qu'il était privé de sa femme et de son fils, il n'a pas voulu attendre plus longtemps, le lendemain. Donc il a pris son courage à deux mains et il est parti à pied entre Troyes et Romilly, 35 km. Et puis il y a des Américains qui se sont arrêtés à sa hauteur, ils l'ont pris en stop. Parce qu'il faut dire que les Américains avait commencé par faire une base à côté de Romilly, dans le Romilly. Et donc c'était au poste de Châtres qu'il a été conduit. Et il a été conduit parce que les Américains en question qu'il avait pris à bord de cette Jeep avaient énormément bu et donc ils ont eu un accident de voiture. Et donc c'était que des dégâts matériels. Et donc il y a d'autres Américains qui sont venus à leur secours. Et là ça a coincé parce qu'ils ont vu les papiers de mon père avec son nom Walter Sdorf, qui est un nom d'origine allemande bien sûr. Et donc ils l'ont emmené au poste, ils l'ont emprisonné au poste. Enfin c'était pas une prison en 3 étoiles. Donc il a réussi à se sauver et puis il a rejoint son domicile dans la nuit. Et il a frappé, tambouriné à la porte de la maison. C'était une maison individuelle qui se trouvait rue Victor Hugo, là où se trouvait l'usine Ludios, qui était en quelque sorte le concierge en même temps qu'il était banquier. Et puis là, il a été accueilli par sa femme et son fils. Et puis ensuite, pour revenir à Romilly, il a fallu se réinsérer, donc il a retrouvé son poste, le poste de banquier, puisque les prisonniers avaient naturellement un droit de récupérer leur travail, ce qui n'a pas plu bien sûr à l'ouvrier qui remplaçait. Donc il y avait des pensions. Il a continué son travail, etc. Mais les temps étaient difficiles après-guerre et il y a eu du chômage. Alors mon père il a profité du droit qu'il avait en tant qu'ancien prisonnier de guerre de passer le concours de facteur.
Donc il a passé le concours de facteur. Donc c'était quelques années après son retour. Et donc il est devenu facteur en 53 ou 54, je ne sais pas la date exacte. Et il a été nommé à Arcis-sur-Aube. Il avait le choix entre Arcis et Marseille. Et il a préféré Arcis parce que c'était plus près de sa famille. Donc voilà, sa famille, ses frères et sœurs, tout ça, il en avait été privé pendant des années. Il n'avait pas envie de commencer une nouvelle vie à on va dire à l'autre bout du monde, mais c'était à l'autre bout de la France. Donc vous nous avez raconté l'histoire de votre papa. Donc je me rappelle, il a écrit, il avait fait un journal, hein, vous nous avez dit. Oui, il a tenu son journal. Quand il était en Autriche, tant qu'il était en Autriche. Hein. Oui, pendant 2 ans. Oui. On peut revoir l'exemplaire du journal que vous nous aviez montré. Oui. Bon, ça se présentait, c'était sur des cahiers d'écoliers. Oui, voilà, évidemment, il a récupéré 2 cahiers. Hein. On m'a dit quand j'étais petite qu'il y en avait eu 6, mais il en a ramené que 2. Et donc, bien sûr, l'humidité, tout ça, il y a des taches. Et donc, il y a le cachet du Stalag où il était en Autriche. Voilà, donc alors, il y a 2 cahiers authentiques. Ce qu'il écrivait était contrôlé. Donc, et moi, j'ai remis ces 2 cahiers dès 2004 aux archives de l'Aube. D'accord. Donc, il y a tous les documents aux archives de l'Aube, les originaux des cahiers, il y a toutes les photos que j'ai reprises là, que la photographe des archives m'a agrandi et tout, parce que les photos à cette époque, c'était des formats timbre-poste presque, les photos. Enfin, j'exagère un peu, mais donc elle m'a rangé un petit peu mes photos. Donc il y a quelques photos dans la neige, etc. à l'époque. Donc là en montagne où il était, du côté de Salzbourg, il y avait 6 mois, disons, ils étaient 6 mois dans la neige, etc. Puis bon, je vous remercie, Madame Voltaire. Voilà, je vous en prie. Parce que là, Pourquoi donc, musique, je ne suis pas musicienne, hein, j'ai fait de la musique depuis 9 mois, la guitare depuis 9 mois, mais je trouvais intéressant de prendre certains textes. J'ai modifié parfois 2 ou 3 phrases pour pouvoir les mettre en musique par rapport au texte initial, mais c'est vraiment marginal. Et j'avais demandé à Dominique, qui est plutôt artiste peintre, si elle osait s'essayer à cet exercice qui n'est pas évident, parce qu'en 2 minutes 30, vous devez, on va dire, prendre la substantifique moelle, modeste moelle, mais voilà, pour l'inscrire avec des couleurs sur une feuille de papier blanc. Donc en fonction du texte, on a des choses plus ou moins faciles aussi à interpréter. Et vous trouvez que ça correspond vraiment à ce que... Oui, en fait, elle reprend. Après, d'autres feraient certainement le dessin différemment, mais... Un parfum de naphtaline souffle fort sous les origines. Une lente descente en rappel, à sautant d'avant ma peine. Reviennent ces clichés émouvants, les souvenirs des grands-parents, les odeurs de fumure matinent, la jeunesse encore qui respire. Rien que d'y penser, d'en rêver, j'en ai des saveurs à la bouche, et impossible d'oublier le chant des oiseaux farouches, les folles balades à bicyclette, les histoires et les devinettes, souvenirs d'une enfance choisie par des ascendants amoureux, des escalades à falaise, pour revenir en arrière, revivre une fois la jeunesse, l'océan je désescalade la falaise, pour revenir en arrière, revivre une fois la jeunesse, au fond du lit de bouillac, et chauffe mes pieds qui reloquent, tout se bouscule en tumulte, car aujourd'hui je suis adulte,
Les subis candides d'autrefois sont juste profondément moi. Je désescalade la falaise pour revenir en arrière. Revivre une fois la jeunesse. C'est le moment je désescalade la falaise pour revenir en arrière. Revivre une fois la jeunesse. C'est le moment. Les images surannées sont là, loin d'être démodées pour moi. Dans ce logis si rustique, que des instants magnifiques. Un hommage à mes grands-parents, à leur amour encore présent. Souvenir d'une enfance joyeuse, à jamais éclair les pensées. Je désescalade la falaise pour revenir en arrière. Revivre une fois la genèse de ces moments éphémères. Revivre mille fois la genèse de ces moments éphémères. Revivre mille fois la genèse de ces moments L'Aube, parce que bon voilà, j'ai fait une intervention au Leclerc de Romilly, et puis voilà, j'ai vendu un certain nombre de petits recueils, et puis c'était pour eux. C'est le deuxième que vous faites, c'est ça? Non, c'est le premier. Maintenant je me suis lancée.